Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Et aujourd'hui, vous l'avez deviné par la miniature, aujourd'hui on reçoit quelqu'un de très particulier. Nous voulons vivre est avec nous. Bonjour, nous voulons vivre. Bonjour. Comment ça va? Eh bien, très bien. Merci de m'avoir invité. Et puis, je suis très content d'être. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler avec Nous voulons vivre un petit peu de sa chaîne, un petit peu de sa manière de concevoir son engagement politique. Déjà, première question, Nous voulons vivre, pour pas perdre de temps. Je vais t'appeler NVV, histoire que ce soit plus simple. Oui, c'est ça. Pourquoi avoir créé la chaîne Nous voulons vivre? Parce que, comme ça, une envie, en fait. Je pouvais plus me regarder devant la glace et rester sans rien faire. Donc, je me suis dit, je vais faire une chaîne YouTube, un petit peu comme un blog personnel. Au départ, c'était pas vraiment fait pour faire des vues. En fait, c'est une démarche qui est assez égoïste. C'était pour pouvoir continuer à me regarder devant la glace et me dire comment je fais quelque chose pour mon pays, pour mon peuple, et puis aussi comme défouloir. Je crois qu'il y a de ça. Au final, c'est assez égoïste, hein. Oui, c'était une aventure individuelle avant que ça devienne quelque chose de vraiment collectif parce que tu as C'est- rencontré le c'est- succès. Mais C'était d'ailleurs, absolument pas prévu. C'était totalement personnel en fait au départ. oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, tes premières vidéos racontaient un petit peu ce que toi tu avais vécu dans des quartiers, on va dire, pas faciles de la région parisienne. Oui, c'est ça. C'était presque un blog, un éditorial, un journal intime presque. Voilà. Donc je l'ai fait sans me poser de questions en fait. C'était une envie. Je vois. D'ailleurs, on pourrait un jour comparer les lieux où on a grandi, la Castellane à Marseille pour moi et les hauts lieux du 93 pour toi. Je pense qu'on arriverait un peu à coller, même si moi j'ai connu des quartiers où il y avait plus d'arabes que de noirs. À mon avis, toi, tu as dû connaître des quartiers où il y avait plus de noirs que d'arabes. Non, je me trompe? J'ai surtout grandi avec les Arabes en fait. Ah, bah tiens. Euh, les, 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 Là où j'étais, les bandes de noirs étaient assez restées entre elles, alors que les rebeux et les blancs étaient mélangés. Donc moi j'ai surtout grandi avec des rebeux. Ceux que je connais bien, c'est les rebeux, hein. Dans l'intimité, je veux dire, dans leur famille. Au moment du Ramadan, on a toujours offert des gâteaux, donc je sais exactement comment ça se passe chez eux, quoi. Ah bah c'est pareil pour moi. Finalement, on a eu à peu près la même expérience à 1000 km d'écart. Euh, Justement, tu t'es fait connaître, surtout on va dire ta chaîne a pris une ampleur particulière avec la crise des Gilets jaunes. Et Ouais. tu es devenu une espèce d'autre Vincent Lapierre. On a envie de dire, il y a deux journalistes YouTube qui ont grandi avec la crise des Gilets jaunes, c'est Vincent Lapierre et toi. Euh, Moi, dès que je t'ai connu, j'ai senti que tu étais très intéressé par les Gilets jaunes. J'ai senti que ça te parlait tout de suite. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Pourquoi tout de suite t'as pris fait et cause pour les Gilets jaunes? En réalité, j'ai pas compris le mouvement des gilets jaunes. Par contre, j'ai vu quelque chose. J'ai vu le regard de l'adversaire. J'ai vu son regard, le regard de la bête se plisser durant l'acte 1, j'y suis pas allé. Et puis la semaine qui a suivi, j'ai vu la tête des journalistes, j'ai vu la tête des politiques, et j'ai vu dans leur regard qu'il y avait de la peur. Et là, je me suis dit, très bien, en regardant le regard du démon, en voyant comment il réagissait, j'ai compris où il fallait que j'aille. Et j'y suis allé direct. Parce que j'avais jamais vu ça avant. J'avais jamais vu ces gens euh, grimacer de la sorte. Oui, en fait, tu as compris que ça faisait peur peut-être à nos ennemis. Tout à fait. C'est en regardant l'ennemi que j'ai compris l'intérêt des gilets jaunes. Alors que les gilets jaunes en soi, j'avais pas saisi. C'est vraiment en regardant le visage, le visage de la bête. Je peux pas le dire autrement, quoi. Alors aujourd'hui, après 19 actes, je crois qu'on va être au 20e samedi auquel je vais Ouais, participer. ouais. Après 19 actes, qu'est-ce que tu retiens de la crise des Gilets jaunes? Est-ce que c'est la France périphérique qui s'emporte, qui se relève? Est-ce que c'est la France tout court qui se relève? Euh, Qu'est-ce qui constitue le vivier Gilets jaunes? Est-ce qu'ils vont encore une chance de remporter une victoire? Est-ce que c'est déjà une victoire, ce mouvement en soi? Qu'est-ce que tu retiens, toi? C'est déjà une victoire absolument majeure.
C'est un moment historique important dans l'histoire. On en récoltera les fruits pendant, je pense, il faut attendre encore plusieurs décennies pour en comprendre totalement l'ampleur. Après, c'est un mouvement qui est morcelé. Il y a de tout. Il y a de tout. Ce qui constitue quand même le peuple historique. Il faut bien dire que moi, les gens avec qui j'ai grandi, typiquement les gens des quartiers, sauf les personnes assimilées, en général, ils sont pas là. Vous avez la gauche, peut-être un peu plus dans les grandes villes. Vous avez la droite. Quand même, au fur et à mesure du temps, j'ai quand même l'impression que la parole s'est libérée de plus en plus, et ça, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que les sujets qui étaient interdits, au départ, c'était vraiment la France périphérique, avec une peur, les gens étaient en colère, et le mouvement s'est transformé au fur et à mesure du temps. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même plus un mouvement où on parle de choses dont on ne pouvait pas parler dans les premiers actes, notamment le sujet de l'immigration. Et ça, c'est quand même énorme. Alors, bah, tu me fais un pont parfait. Pour toi et moi, le sujet de l'immigration, il est particulièrement important. Moi, le royaliste, toi, le nationaliste. On a grandi, on l'a dit tout à l'heure, dans des quartiers qui étaient un petit peu envahis, quoi, on va pas se mentir. Et moi, j'y vis toujours d'ailleurs, hein. Et du coup, j'ai pas de problème à en parler en fait. Moi, où je suis, les gens connaissent mes positions et m'apprécient, me respectent pour ça en fait. Hein. Il y a que dans les beaux quartiers où ces sujets ne peuvent pas être abordés. En réalité, il faut pouvoir parler de tout. Et les immigrés eux-mêmes comprennent pour la plupart et personnellement me soutiennent. Donc c'est quand même assez particulier comme sujet. Oui, mais je suis bien d'accord avec toi en fait. C'est que les immigrés, généralement, peuvent, à partir du moment où ils sont pas non plus complètement débiles, peuvent comprendre notre position. Qui en fait, la position type d'un nationaliste ou d'un royaliste sur l'immigration, elle n'est pas très différente des positions que peuvent occuper des partis de centre ou de centre droit dans des pays du Maghreb ou dans des pays d'Afrique. En fait, c'est des solutions de bon sens, tout simplement. Oui, voilà, le problème c'est d'arriver avec une attitude de gna, 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 les Arabes ou je sais pas quoi. Mais du moment qu'on se comporte comme un adulte, comme un homme, qu'on manque pas de respect aux gens, on peut aborder tous les sujets. Et c'est vrai que dans les quartiers, on peut tenir une position, on va dire identitaire, qui elle n'est pas acceptée dans les beaux quartiers, ce qui est assez fou quand on y pense. C'est vrai. Mais justement, pour toi, l'immigration, c'est le premier sujet. C'est celui qu'il faut automatiquement aborder. Je pense que ça dépend des personnes, ça dépend d'où on parle. C'est sûr que le mec qui vit dans un quartier en difficulté et qui subit l'immigration pour tel ou tel problème, pour lui ça va être le premier sujet. Il y en a pour qui ça va être plutôt être des questions sociales. Ça dépend où on se positionne en fait. C'est compliqué, c'est multiple. Mais in fine, si on continue comme ça, en tout cas avec le président qu'on a actuellement, ça va devenir le premier sujet. Parce que ça a des conséquences absolument terribles. Et pour tout le monde, hein, je veux dire, tout le monde en paye le prix. Hein. Que ce soit l'immigré, le natif, ou même les personnes qui sont restées au bled. Hein. D'accord. Mais est-ce que par exemple, toi, tu crois à la théorie de Renaud Camus sur le grand remplacement? Théorie, je sais pas si c'est une théorie. Moi, j'ai grandi, j'ai vu le grand remplacement, enfin le remplacement de population se faire. Donc pour moi, c'est pas une théorie, c'est ce que je vis au quotidien. Donc oui et non. Enfin, j'ai pas besoin de Renaud Camus pour voir ce que je vois. Oui, en fait, il n'y a pas besoin de théoriser ça. Mais Renaud Camus, lui, il parlait surtout de grand remplacement culturel. Même si, en fait, nous, on a vu le grand remplacement ethnique. On a vu des Ben, populations l'un blanches. va avec l'autre. Alors Oui, sauf avec les Antillais, mais en France, on parle de d'ethnoculture, c'est-à-dire que les personnes qui sont en général sont d'une ethnie différente sont d'une culture différente. Sauf le cas antillais qui est vraiment à part et qui est complètement constitutif de l'identité française. et alors, hormis du coup l'immigration, pour toi, personnellement, ce serait quoi les autres grands sujets qu'un nation devrait automatiquement mettre sur la table? Qu'on Alors devrait automatiquement... nation, je sais pas parce que c'est un terme un petit peu galvaudé.
crois que depuis l'affaire Dreyfus, c'est passé à l'extrême droite. Oui. Donc on pourrait parler, je sais pas, moi, de patriote. Enfin, peu importe. J'accepte le qualificatif. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je crois pas être un bon militant ou un bon politique. Moi, ce que j'aime faire, je crois, c'est l'activisme, hein, en réalité. Donc, les sujets, il y a les sujets économiques, effectivement. Il y a l'insécurité culturelle avec l'immigration, mais il y a aussi le fait d'être dépossédé. Il y a le sujet de l'Europe, il y a le sujet de la souveraineté. Il y a le sujet aussi qu'on est dans un État qui protège de moins en moins les plus faibles. Moi, je le vois comme ça. En tout cas, on a de plus en plus de jeunes qui se retrouvent à la rue. Vous avez, pour une première historique, je crois, les enfants de cadres qui se retrouvent à avoir une moins bonne vie que leurs parents. On pourrait parler aussi de la mort du progressisme. Je parle de l'idéologie progressiste, pas du progrès technique. Et un sujet fondamental, moi, je pense que c'est la religion, au sens latin, de qu'est-ce qui nous relie, voilà, un sujet important, comment redéployer les solidarités perdues. Je crois que ça, c'est un vrai sujet, comment redéployer les solidarités en France. Et ça, c'est un sujet que la droite ne fait plus du tout, hein. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, l'État ne protège plus les plus pauvres. On rappelle de cette phrase de Jean Jaurès: à ceux qui n'ont plus rien, la nation est le seul bien. Et ça fait tout de même longtemps en fait que la nation n'est plus le père ou la mère de chaque individu, de chaque citoyen. Et on est un peu abandonné, on est un petit peu laissé mort devant la rue, sur le trottoir. C'est-à-dire que la nation, enfin, l'État était devenu un État tentaculaire qui nous dit comment aller aux toilettes, comment faire ceci, comment parler à une femme, comment est-ce qu'il faut que j'aille uriner assis ou debout, et en même temps il remplit pas son rôle là où il devrait. Donc moi, d'un point de vue général, je suis pour qu'il y ait de moins en moins d'État, je suis pour qu'il y ait beaucoup moins d'État, qu'il y ait beaucoup moins d'impôts. Je pense que l'État, s'étant substitué à nos anciens modes de vie, il a détruit les communautés naturelles, et il a fait de nous, avec le marché des consommateurs isolés, et donc des individualistes. Donc je pense que le rôle de l'État-providence a détruit le tissu social français. Mais d'un autre côté, je me rends bien compte que là où il devrait être présent, il l'est pas. Donc c'est un sujet qui est complexe aussi, hein. C'est un petit peu 1984 de George Orwell en fait. C'est l'État t'indique comment tu dois penser. Par contre, tu meurs de faim chez toi. Oui, voilà. On peut dire ça comme ça. Ouais. Alors, tu as parlé un petit peu religion catholique à un moment, et je le mets en rapport avec ce tissu social perdu. Avant, la France, c'était la communauté catholique, c'était la communauté des chapelles, des dizaines de milliers de chapelles à travers la France. Je crois savoir que tu es catholique toi-même, pratiquant, oui, croyant. Oui. Je crois que ça a été un cheminement pour toi d'ailleurs. Tu n'es pas nécessairement parti en étant catholique, pratiquant et croyant. Tout à fait. J'y suis venu par la culture en fait, hein, en m'intéressant à l'histoire, comme beaucoup de gens qui se convertissent, et puis aussi par miroir à un moment donné de voir des musulmans pratiquants, des gens qui étaient fiers de leur identité. Moi aussi, j'ai fini par effet de miroir à rentrer dans un processus de réenracinement, et je suis venu petit à petit à la religion catholique, qui est le ciment français, hein. La France est née d'un baptême, celui de Clovis. Et donc ça m'intéressait d'un point de vue presque ethnologique ou culturel. Et puis la foi est venue par la suite. Elle est venue dans un second temps. J'étais d'abord plutôt dans une démarche identitaire. C'est intéressant. Donc du coup, la spiritualité est venue après, même si c'était le plus important. En fait, tu es rentré par la porte, on va dire, de la recherche identitaire, de la recherche historique sur les racines de ce qu'avait été la France. Tout à fait. Et je suis tombé au bon endroit. Je suis tombé sur une communauté qui cochait les cases qui m'intéressaient, puisqu'à l'époque, étant un lecteur de saint Thomas d'Aquin, de Patrick Buisson, j'arrive à table, je sors le dimanche de la messe, on m'invite à manger directement, première messe, hein. Je me retrouve avec des jeunes de 30 ans
on me parle de saint Thomas d'Aquin et de Patrick Buisson, figure-toi. Et là, je me dis, ah ouais, bon, ben, je vais revenir. Et petit à petit, ben voilà, je suis rentré dans le truc. Ah bah oui. Ah non, mais en plus, c'est que toi, on va pas donner le nom de ta paroisse, mais c'est que tu es dans une paroisse où il y a une très belle communauté, quoi, où il y a une Oui, belle solidarité. Comme oui. on Et avait très dit, jeune en plus. Et très église jeune. pleine. Et à 40-50% de jeunes, quoi. Mm. Et Énorme. très belle église d'ailleurs. Au passage, tu sais que dans la dissidence, dès qu'on parle de catholicisme, c'est un problème globalement, et tu sais qu'il y a une tendance actuellement dans les milieux dissidents qu'on place généralement à l'extrême droite, même si ça ne veut pas dire grand-chose, pour le paganisme. En dessous de chaque vidéo où tu parles un petit peu de catholicisme, tu as des gens qui utilisent des mots pédophilie. On les connaît, les attaques habituelles contre la religion catholique. Toi, tu comprends pourquoi il y en a qui se dirigent vers le paganisme, vers le néo-paganisme, du coup? Oui et non, je comprends qu'il y a une attitude du Vatican qui est insupportable. Et en même temps, moi, je dirais tout simplement à ces gens quelque chose de très simple. C'est que la France, c'est l'une des premières nations au monde. Que cette nation est née d'un baptême, celui de Clovis, et que vous pouvez pas être nationaliste sans être chrétien. Les deux vont ensemble. Vous pouvez pas être patriote français sans défendre un minimum les racines chrétiennes de la France. Donc, soit vous êtes ethno, je sais pas quoi, racialiste européen, soit vous êtes plutôt nationaliste patriote, et dans ce cas-là, le christianisme est constitutif de la nation. Et alors, C'est pas moi qui décide, hein, c'est l'histoire qui a fait les choses comme ça. je me permets de préciser que NVV n'est pas royaliste, mais il vient quand même de vous dire que la France est née par le baptême de Clovis, roi des Francs. Donc, vous allez voir, dans quelques temps, on va mener NVV jusqu'au royalisme. C'est pas impossible. Euh, Autre chose, une fois on avait fait un débat, toi et moi, où on n'était pas d'accord sur l'éventualité d'une future guerre civile en France. Est-ce que toi tu fais partie des gens, je crois, qui n'y croient pas beaucoup, pour un ensemble de raisons. Qu'il n'y a pas assez d'armes sur le territoire français, qu'on n'est pas encore dans l'opposition communautaire, que les Blancs ne sont pas organisés. Tu y crois? Tu sais qu'il y a un livre qui va sortir là où Tout qui à fait, sort. tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il peut y avoir des escarmouches. Je pense qu'on va vers une libanisation de la France. Enfin, en tout cas, moi, le contexte dans lequel j'ai grandi, c'est presque celui du Liban. L'un de mes meilleurs amis est libanais et on en discute souvent. Effectivement, moi, j'ai grandi déjà dans une société libanisée. Je ne suis pas dupe de la situation. Pour moi, on va sous une certaine forme à la guerre civile. On y va. Je ne vois pas comment on peut sortir de cette spirale. Mais de là à imaginer une Yougoslavie, non. Non, définitivement. Il n'y a pas suffisamment d'armes. En face, même les gars dans les banlieues, dans les quartiers, ils sont pas organisés. C'est des mecs qui écoutent du rap, ils fument du joint. Enfin, les seuls qui encore pourraient aller se battre. Avec quelques islamistes dans le tas qui préfèrent encore partir à l'aventure. Je crois qu'on est quand même en France, on a quand même un climat particulier. La guerre ouverte, la grosse boucherie, pour l'instant non. Pour l'instant. Tu sais que je te parlais de ça parce que Guillaume Fay, qui est mort il y a pas longtemps, qui est un essayiste et un romancier, encore une fois, qu'on va qualifier d'extrême droite, euh, a sorti un livre juste avant de mourir, ou va sortir un livre par les éditions de Daniel Conversano, qui s'appelle Guerre civile raciale, et qui promet déjà qu'on en parle pas mal, donc un certain succès. Est-ce que tu vas le lire, toi, ce bouquin, Guillaume Fay, Guerre raciale? Non, j'ai d'autres lectures prévues comme la doctrine sociale de l'Église, comme Barès, comme Peggy, donc voilà. Et puis si tu veux, fondamentalement, les guerres de chapelle, les guerres de groupuscules, ça ne m'intéresse pas. De la même manière que les structures, si les gens se demandent, moi je n'ai jamais milité de ma vie, je ne suis jamais rentré dans aucune structure. La monopensée, ça c'est pas mon truc. Moi j'aime bien combiner, si tu veux, même dans Marx, je trouve qu'il y a des trucs super. Donc voilà. Mais tiens, un homme assez libre. En fait, j'ai vraiment l'impression que la condition de journaliste, par exemple, te plairait assez. Je me trompe? Enfin, journaliste, je te parle pas des mecs qui ont nécessairement une carte de presse, mais je te parle vraiment d'une activité à la Vincent Lapierre. J'ai l'impression que c'est ce qui te conviendrait le mieux, non? Je
crois pas, si tu veux, je voudrais pas donner trop d'informations personnelles. Moi, j'ai une formation qui est très différente de celle du journalisme. Donc, par conséquent, je sais pas ce que c'est que le journalisme, mais peut-être plus du documentaire ou effectivement il y aurait du film, ouais, pourquoi pas. Après du journalisme, ça me semble un petit peu éloigné de ma manière fondamentale de réfléchir et de procéder. Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai tendance, si tu veux, à garder une ligne à partir d'un concept, à décliner des axes, des choses comme ça. J'ai une structure intellectuelle qui est en fait assez opposée à celle que sollicite le journalisme. D'accord, je vois. Une petite question. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur pourquoi les droitards n'arrivent pas à reprendre la rue. Toi et moi, on a quand même constaté, on a passé la majorité des manifs ensemble, des Gilets jaunes, on a quand même constaté qu'on avait du mal à lever les droitards pour cette manif. Ce qu'on qualifierait généralement de droitards, c'est-à-dire les nationaux, les souverainistes, les patriotes, les royalistes, tout ça. Est-ce que tu as une explication, toi, pourquoi on n'y arrive pas? Je partage pas tout à fait l'avis. Il y a eu des rassemblements de structures. Faut savoir que les structures d'extrême droite ne peuvent pas accéder aux manifs puisque les personnes sont arrêtées soit la veille chez eux, soit les mobilisations de ces structures ne peuvent pas atteindre la manifestation puisque les gens sont arrêtés à l'avance. Donc plusieurs fois, les antifascistes et compagnie étaient en réalité en minorité, mais les groupes qui s'étaient organisés à l'extérieur n'ont pas pu accéder aux manifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais ça, c'est les guéguerres, les enfantillages. Moi, c'est pas mon monde. Je m'en fous de tout ça. La vérité aussi, c'est que c'est une question d'âge. C'est-à-dire qu'à arriver à une certaine maturité, on a tendance à s'extirper de ce qu'on nous a dit à l'école. Et donc, forcément, les gens ont une vie de famille, ils ont un travail, et ils n'ont pas forcément envie d'aller le lendemain ou le lundi avec un cocard au boulot, de perdre des dents. Donc ça s'explique comme ça. Après, je pense que nos idées, et enfin c'est pas je pense qu'on l'a tous observé, elles sont majoritaires. Elles sont clairement majoritaires. Et les groupes qui viennent de l'extérieur, Antifa, bon Back Bloc c'est encore à part, mais même AF, Action Française et compagnie, ces gens en fait sont assez extérieurs au mouvement. Hein. Ils sont entre eux. Ils sont entre eux. Alors moi je suis content qu'il y ait du monde, mais ces gens-là au final ne représentent qu'eux-mêmes. Hein. Oui, non, c'est vrai, ils ont jamais réussi à se fondre dans le mouvement. Bah non, donc c'est pas intéressant. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment d'aller au contact des gens, au-delà des vidéos. C'est de faire corps. Les gens qui me connaissent le savent. Je suis assez tactile. J'aime bien prendre les gens sous les bras, etc. Enfin, il y a un côté, j'aime bien toucher les gens. Et moi, c'est ça qui m'a plu. C'est vraiment me fondre, mais faire corps même physique avec la masse. Et quand on fait corps de manière physique avec la masse, on ressent les gens, on ressent les mouvements de foule. Et voilà, on se rend compte que effectivement la gauche, la droite, ça n'a plus beaucoup de sens, et que et puis même les idées un peu. Dès qu'on parle 5 minutes avec quelqu'un, ça se lâche sur l'immigration, ça se lâche sur l'islam, ça se lâche sur les juifs. Voilà, ça prend 2 minutes. Suffit juste de mettre les gens en confiance. Donc moi, je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'on a déjà gagné. Alors, juste pour l'anecdote, le témoignage, tu as fait des dizaines de témoignages, je pense on peut même parler de centaines oui. Au total. Un témoignage qui t'a particulièrement marqué, dont tu te souviens encore aujourd'hui, avec un peu d'émotion, ce serait quoi? Oui. C'est la femme corse qui a un espèce de running gag qui revient tout au long de mes vidéos. Et qui explique dans l'une des dernières, je lui dis, c'est la dernière vidéo que je fais, machin, et qui m'a quand même lâché que sa mère, qui était résistante, qui a été décorée 2 ou 3 fois par le général de Gaulle, non, sa grand-mère, oui, c'est ça, qui était résistante, elle était analphabète. Ah, d'accord. Et que Macron avait traité les femmes d'analphabètes.
et que sa grand-mère avait probablement sauvé la vie de la famille à Macron. Ça j'oublierai jamais. Et jamais. Parce que moi aussi, existant. Et la différence entre un Macron et le général de Gaulle, c'est que le général de Gaulle, il recevait des analphabètes. Ça n'était pas un gros mot d'être analphabète. Il leur remettait des médailles s'ils avaient été braves ou s'ils avaient fait leur devoir. Dans la bouche de Macron, être analphabète, c'est une injure. Et ce petit président a blessé profondément les Français. Il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. Qu'il s'en aille. Ok, effectivement, c'était très beau. J'avoue que je me rappelle et ça m'a, ouais, moi aussi, ça m'a un petit peu touché. Oh, on va terminer avec une question, on va dire plus simple, on va dire presque inappropriée après ce qu'on vient de dire, mais du coup, c'était ta dernière émission sur les Gilets jaunes, celle qu'on a vue. Qu'est-ce qui va se passer pour la chaîne Nous Voulons Vivre après? Parce que maintenant, tu as vraiment des gens qui te suivent, qui t'adorent. J'entends beaucoup parler de toi. Qu'est-ce qui va se passer après? Ah, c'est la surprise. C'est la surprise. Ça pour moi. Non, il y aura probablement, je veux pas tout dire, mais probablement aussi quelques discussions. Je pense refaire aussi un peu de terrain, mais dans les quartiers cette fois-ci. Et puis pareil, en continuant à poser des questions interdites, en tenant des propos qu'on n'a pas le droit de tenir normalement, notamment avec par exemple des responsables de la communauté musulmane, des choses comme ça, sans jamais me aux gens, bien sûr. Hein. Peut-être faire quelques discussions, quelques débats, et puis des surprises, mais ça je les garde. Faut que ça reste une surprise, sinon c'est plus. Est-ce que tu peux juste, pour faire un petit peu le suspense pendant l'émission, pour avoir un petit filou, est-ce que tu peux juste nous dire un petit truc, nous mettre sur la voie d'un truc que tu vas faire? Un petit indice. Il existe en France des endroits où les terres sont restées intactes. Elles ont été protégées. Et elles ont été protégées par des communautés religieuses, par des chrétiens. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Ah ben j'ai hâte de voir ça. Ben écoute, Nous Voulons Vivre, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Et alors, est-ce que tu veux dire un dernier mot à ceux qui nous écoutent? Oui, tenez bon. Tenez bon. On a une énorme dynamique avec nous. Elle est mondiale. On l'a vu sur le terrain. Nos ennemis n'ont plus d'arguments. Dès qu'on prend le temps un petit peu de discuter avec, les gens nous rejoignent sur nos positions. On est en train de gagner. Et à tous ceux qui sont là, non, c'est perdu, machin. Franchement, taisez-vous. Taisez-vous à tout jamais. On continue, on reste mobilisé. Et arrêtez d'avoir peur. Allez-y, parlez aux gens. Du moment qu'on ne manque pas de respect, on score. Eh ben c'est parfait. C'était Alexandre du Cercle Richelieu avec Nous Voulons Vivre. On vous dit à très vite sur nos chaînes respectives et devenez royalistes. Ou au pire Natio avec NVV, ça ira. À bientôt, à bientôt.